Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver ici à Libreville au Gabon. Ce samedi 16 novembre, les Gabonais vont être appelés à dire oui ou non à la nouvelle constitution que leur propose le général de brigade Brice Oligui Nguema qui est à la tête du CTRI. La transition gabonaise qui ainsi voudrait tourner la page et permettre à la République de pouvoir passer à un autre niveau. Mais toujours est-il qu'il y a de nombreuses interrogations quant à ce texte. D'aucuns estiment que le président de la République, qui concentrait déjà beaucoup de pouvoir, va être le seul patron finalement du pouvoir exécutif. Et cela pourrait, dans certaines situations, causer un certain nombre de dérives qui pourraient encore plonger le pays dans une situation politique qui est ici non appréciable. Mais d'aucuns estiment qu'il est important que le futur patron du Gabon, l'homme qui va se retrouver à la tête du pays, soit un homme qui ait les capacités de se mettre au-dessus des clivages politiques et de porter une vision transformatrice, d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir porter sa vision et transformer littéralement le quotidien des Gabonais. Toujours est-il que, pour nous, il est important sur Afrique Média de pouvoir ouvrir le débat. Et c'est pour cela que nous recevons sur ce plateau le docteur Godog Andrew, qui est membre du bureau politique du PDG. Il est également ancien conseiller départemental, ancien ministre de la République. Docteur Godog, merci à vous de nous recevoir. Merci. C'est tout le plaisir qui est le nôtre de passer à Afrique Média. Et nous espérons qu'au cours de cet entretien, nous aurons l'opportunité d'éclairer les téléspectateurs de votre média sur un certain nombre d'interrogations qui ont cours quant à ce que les Gabonais font actuellement, quant à ce que les nouvelles autorités gabonaises entendent faire. Je rappelle au passage que j'ai été ministre, donc délégué du gouvernement sous Ali Bongo Ondimba. J'ai eu l'opportunité, le privilège d'être porté à ces fonctions. Nous étions en septembre 2015. En même temps, pendant plus de 10 ans, j'ai été conseiller départemental dans le département de Lokano, au nord du Gabon, province frontalière avec le Cameroun. Je suis membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais jusqu'à ce jour. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec vous pour éclairer quelque peu la lanterne de certains qui s'interrogent sur ce qui se fait au Gabon et surtout sur les perspectives que cette nouvelle constitution va apporter à notre pays, à l'Afrique centrale et à l'Afrique. Pourquoi cette nouvelle constitution consacre autant de pouvoir au président de la République? Donc on estime que le général de brigade Brice Oligui Nguema veut une constitution sur mesure qui lui permette de trôner à la tête du Gabon. Vous qui soutenez le oui lors du référendum qui arrive, que répondez-vous? Alors, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent, on va essayer de descendre aussi loin qu'en 1961, à l'époque. Le président Léon Mba avait mis en place donc un process à travers une constitution qui avait à l'époque été votée, qui consacrait le régime présidentiel. Régime dans lequel, effectivement, le président de la République consacre une bonne partie des pouvoirs. À l'époque, c'était vraiment la totalité des pouvoirs. Puis, nous avons eu la phase donc, de 1990 avec les conférences nationales. Et les Gabonais se sont retrouvés pour, cette fois-ci, rédiger ensemble, de façon inclusive, une constitution. Cette constitution était plutôt d'un régime mi-présidentiel et mi-parlementaire, la précédente constitution. Cette dernière, malheureusement, du fait des hommes et du fait des dirigeants, particulièrement ceux de mon propre camp, donc du Parti démocratique gabonais, puisque c'est nous qui étions au pouvoir, nous l'avons quelque peu modifié pour l'adapter à un certain nombre de, je vais dire, à des problématiques politiques. Et malheureusement, la dernière modification de cette constitution, celle de 1991, a été faite à la veille de l'élection d'août 2023. Seulement, la constitution d'août 2023 s'avère complètement déphasée par rapport aux besoins légitimes des populations gabonaises. Pourquoi? La constitution de 1991, même celle de 1961, celle de 1991 et celle d'avant l'élection donc de 2023 sont des constitutions où ce sont les acteurs politiques qui se sont quelque peu arrangés pour donner cette perception qu'il se faisait du Gabon à cette époque-là. Lorsque arrive le 30 août, jour de la libération du peuple gabonais, je peux vous dire où moi j'étais. Je préfère remonter par là pour me faire bien comprendre vos téléspectateurs. Je conduisais dans le département de Lokano où j'étais tête de liste
la liste du Parti démocratique gabonais à l'élection donc du conseil départemental. Et ma liste, mes co-élistiers et moi, nous avions remporté l'élection au conseil départemental Lokano. Au moment où nous attendions donc les résultats qui devaient consacrer effectivement la victoire soit du Parti démocratique gabonais ou de l'opposition, contre toute attente, nous avons vu effectivement apparaître à la télévision ceux qui étaient en charge d'annoncer les résultats. Dans le conseil, ils annoncent donc les résultats, donnant donc gagnant Ali Bongo Ondimba, président du PDG. Votre parti. Notre parti. Seulement 2 minutes après, apparaît donc à la télévision un groupe de militaires et une déclaration est faite par le colonel Manfoumi qui est aujourd'hui ministre à la présidence de la République. Nous considérons que le 30 août, le Parti démocratique gabonais a perdu le pouvoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être exclu du jeu politique. Lorsque le CTRI prend le pouvoir le 30 août, pour répondre à votre question, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'est que le patron du CTRI, poussé par ses autres collègues, prend un certain nombre d'engagements vis-à-vis du peuple gabonais et annonce un calendrier de réformes institutionnelles. Ce calendrier de réformes institutionnelles va d'une part amener au rétablissement d'un certain nombre d'institutions baptisées institutions de transition. Le gouvernement de transition, le Parlement de transition, la Cour constitutionnelle de transition, le Conseil économique et social de transition. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans la deuxième phase. Le gouvernement de transition, selon le chronogramme tracé par le CTRI, a l'obligation de convoquer donc un dialogue national. Au cours de ce dialogue national, les Gabonais se sont prononcés sur tous les aspects de leur pays. Ce dialogue national a eu l'opportunité de voir tous les Gabonais s'exprimer par tous moyens. Puis, certains d'entre eux ont été amenés à porter ces idées-là au cours du dialogue national. On sort du dialogue national avec une esquisse de ce que pourrait être le projet de constitution. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il le souhaitait, comme l'ont fait d'autres militaires, je pense au Burkina Faso, je pense au Niger par exemple, il aurait pu se passer de l'aspect purement républicain qu'il voulait donner à cette prise de pouvoir. Il va respecter encore une fois à la lettre le programme qu'il a fixé. Après donc le dialogue national, il va mettre en place une constituante qui va travailler sur le projet de constitution. Cette constituante va rendre des travaux et un certain nombre d'amendements vont être proposés à la mouture initiale. On est tout à fait J'en viens, d'accord. laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. Dans la mouture initiale qui sort effectivement du dialogue national, à la demande des Gabonais, les Gabonais veulent un régime présidentiel où le président de la République a un certain nombre de prérogatives et de pouvoirs. Puis, la constituante va apporter des amendements à cette version voulue par le peuple compte tenu de ce que nous a connu au Gabon. Le projet actuel qui est présenté et qui va faire l'objet du vote ce jour, puisque le vote a lieu ce samedi, ne met pas le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'est candidat à aucune élection jusqu'à aujourd'hui. C'est un projet pour le Gabon, dans lequel les Gabonais ont décidé librement que le régime politique qu'ils veulent, le régime politique souhaité, c'est un régime démocratique avec un président de la République qui trône à l'exécutif. En même temps, président de la République, en même temps, chef du gouvernement. Mais il n'y a rien de nouveau pour nous. En 1961, c'était déjà le cas. On pourrait rapidement vous dire que le général Brice Clotaire Oligui Nguema est jeune, il est plein d'énergie et que cette nouvelle définition de la fonction présidentielle sied parfaitement avec le travail d'un homme comme celui-là. Très bien. Et là, vous répondrez quoi? Et là, à partir de ce moment, je vais vous répondre en disant, ben, écoutez, lorsque le général Oligui a été porté à la tête du CTRI, a annoncé ce chronogramme qui va effectivement nous amener au référendum d'aujourd'hui, le général Oligui sait très bien qu'au sein de l'opinion nationale,
ce que les Gabonais veulent, car il est très à l'écoute de l'ensemble des couches de notre population. Il a une démarche qui est tout à fait différente du militaire classique que nous connaissons. C'est une démarche inclusive. Normalement, comme l'ont fait ses autres collègues ailleurs, il n'avait pas besoin de s'entourer des politiques. Il aurait pu conduire la transition comme les autres ont pu le faire ailleurs. Seulement cette transition, elle est conduite de manière inclusive. Premièrement, ce qui est rare. Secondo, dans le cadre de ce projet de constitution, et je continue de dire que le général Oligui Nguema n'est candidat à aucune élection, aujourd'hui il s'agit pour les Gabonais de se prononcer, soit ce projet de constitution correspond à ce qu'ils souhaitent, ou ne correspond pas à ce qu'ils ne souhaitent pas. Mais ils ne peuvent pas en dire autrement, puisque ce sont les Gabonais eux-mêmes qui ont contribué à la rédaction de cette nouvelle constitution, qui va être effectivement votée aujourd'hui, puisque moi je défends le camp du oui. On nous reproche, nous autres camps du oui, que nous ne prenons pas position entre un régime présidentialiste et un régime présidentiel. Le régime qui se trouve dans cette constitution est un régime présidentiel. Je reprécise que, de par le passé, pour ne prendre qu'un cas de pouvoir qui ont été ôtés au président de la République, au futur président de la République, il ne pourra plus seul nommer à tous les emplois. Hier, le président de la République, qui était là, nommé à tous les emplois. Dorénavant, il va devoir partager cette prérogative exclusive de nomination avec le Parlement, ce qui est tout à fait nouveau, qui n'existait pas hier. Pour un certain nombre de modifications de la Constitution, le président de la République n'est plus libre. Il ne peut plus modifier la Constitution telle qu'il le souhaite. Il est obligé, premièrement, d'avoir l'aval des deux chambres du Parlement. Secondo, de ne le faire que par voie référendaire. Donc, des garde-fous ont été mis à l'intérieur de ce projet de constitution qui ôte à celui qui sera le futur président du Gabon toute velléité d'être celui qui détient le pouvoir exécutif absolu. Oui, il y en a qui disent, mais le président de la République est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est tout à fait normal dans un régime présidentiel que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'indépendance des trois pouvoirs au Gabon. La séparation des pouvoirs, justement. Comment expliquer qu'on souhaite l'indépendance des trois pouvoirs, ce qui est fondamental en démocratie, et que le président de la République soit encore le patron de la magistrature suprême, c'est-à-dire gère les carrières de l'ensemble des magistrats, que ce soit du siège ou encore du parquet. À partir de là, pensez-vous qu'il puisse avoir ce contre-pouvoir judiciaire aussi qui, quelque part, pouvait lui permettre d'être un peu, de se réserver ou alors d'être réservé quelquefois sur certaines décisions? Je disais tout à l'heure que le projet de constitution que nous allons voter aujourd'hui consacre l'état de droit et la démocratie. Selon Montesquieu, l'état de droit est caractérisé par la séparation des pouvoirs. Et au Gabon, après, avec cette nouvelle constitution, nous avons bien une séparation stricte des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le fait que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature ne fait pas de lui celui qui va dicter aux magistrats du siège, du parquet, ce qu'ils doivent faire. Les magistrats dans cette constitution n'obéissent qu'à une seule chose, la loi, et non pas au président de la République. La loi, ce n'est pas le président de la République. Alors, cette constitution consacre... Qu'en est-il de leur nomination? Parce que vous savez, dans notre environnement, qui nomme forcément et qui garde le pouvoir de la nomination est quelqu'un forcément qui aura de l'influence. Voulez-vous nous dire que leur carrière, désormais, qu'ils seront nommés après aval de l'Assemblée nationale La nomination des magistrats au Gabon obéit à un certain nombre de règles qui sont fixées par le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. Ce règlement ne date pas de cette constitution. Ce sont les mêmes règles qui vont prévaloir. Ce sont les mêmes règles qui vont prévaloir. Les magistrats sont nommés à ces fonctions-là sur la base d'un certain nombre de critères. L'ancienneté, par exemple, dont on tient compte. Et je ne pense pas, parce que ce sera le président qui présiderait le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il aurait droit de vie ou de mort sur les magistrats. Non, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. En France, pour ne prendre que le cas qui nous est le plus proche, du fait de l'histoire, mais le président en France, il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne veut pas pour autant dire que le parquet est aux ordres du président. Ce ne sera pas le cas au Gabon. La nouvelle constitution intègre un certain nombre de garde-fous. Elle intègre un certain nombre de restrictions au pouvoir absolu, ce qu'on appelle, moi, chez nous, de Wellington Akomamba,
le futur président du Gabon ne sera pas un Akomamba, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne tous les pouvoirs. Il a des contre-pouvoirs qui existent et qui sont repris dans cette constitution. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons, nous, le camp du oui, les Gabonais à aller massivement voter cette constitution parce qu'elle consacre un certain nombre de choses qu'on n'avait pas hier. Tenez par exemple, la constitution actuelle consacre, pour le cas de la magistrature, l'indépendance financière. Ce qui n'était pas le cas hier. Les magistrats, financièrement, ne l'étaient pas. Aujourd'hui, l'indépendance financière est concédée, même pas concédée, elle est reprise et actée dans cette constitution-là. Au niveau du Parlement, par exemple. Alors, dites-nous encore un peu plus concernant l'indépendance financière des magistrats. Voulez-vous dire que l'État doit veiller à ce qu'ils soient financièrement indépendants, ou alors doivent-ils d'abord être financièrement indépendants avant d'être magistrats? Non, je prendrais plutôt le premier aspect. Vous savez, on a tendance à dire en Afrique, c'est celui qui donne l'argent qui commande. Absolument. Comment souhaitez-vous avoir une magistrature qui puisse être indépendante si elle ne dispose pas des moyens qui sont mis à sa disposition par l'État qui nous appartient à tous? Ça voudrait dire que dorénavant, ce qui n'était pas le cas hier, est inscrit dans le budget de l'État, le budget de fonctionnement de la magistrature, non plus aujourd'hui sous forme dans le cadre du budget du ministère, mais ce dernier est sorti de là, c'est une avancée indéniable, qui n'était pas le cas hier, on ne le faisait pas. Les magistrats étaient complètement dépendants, bien sûr, du ministre de la Justice, parce que le budget consacré à la magistrature était dans ce ministère-là. Alors, docteur Godot, si je comprends parfaitement, nous sommes aujourd'hui en présence d'une loi fondamentale qui est proposée aux Gabonais, qui est l'émanation même des Gabonais qui ont voulu que l'homme qui soit à la tête de l'État soit un homme fort pour être capable de porter effectivement la vision qu'il aura proposée au préalable à ces Gabonais-là et qu'il ne puisse pas être limité dans sa capacité à pouvoir implémenter cette politique-là. C'est ce que je retiens jusqu'ici. Je n'enlève rien au résumé que vous faites, mais j'ajoute tout simplement que moi j'ai 50 ans aujourd'hui. Je n'ai connu aucune alternance au Gabon. Je suis né en 1973. Je n'ai connu aucune alternance politique. Cette constitution consacre également la possibilité d'alternance. Cette constitution consacre qu'on ne peut être président au Gabon que pour 2 mandats de 7 ans. Cette constitution consacre également que le pouvoir exécutif ne s'hérite plus dans la maison. Ce n'est pas parce que vous êtes chef de l'État, comme ça a été le cas au Tchad, par exemple, comme ça a été le cas également au Gabon, cette possibilité que le fils du président ou la fille du président hérite du fauteuil de son père, elle est finie. Cette constitution dit plus jamais ça. Et c'est ce que les Gabonais ont demandé. Le général Oligui ne fait que proposer aux Gabonais d'être conformes à ce qu'ils ont dit lors du dialogue national. Dialogue national, proposition donc de constitution, constitution avec amendement, puis la dite constitution amendée est proposée au peuple pour que le peuple ne puisse pas se dédire. Dans cette constitution également, vous retrouvez des aspects qui protègent la femme, où l'État, dorénavant aujourd'hui, a l'obligation de protéger la femme, puisque le Gabon est un pays qui promeut la natalité. Dans cette constitution, l'on consacre dorénavant la société civile, ce qui n'était pas le cas dans la précédente constitution. Alors ça veut dire que tout le monde est gagnant. Tout le monde. Je vous ai dit que ce qui a amené à l'esprit du 30 août, c'est l'absence d'inclusivité. Pourquoi il y a eu le 30 août? Moi je le dis, je suis pédégiste, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Nous avons cessé d'écouter le peuple. Nous avons arrêté de travailler avec les autres Gabonais au simple fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous. Aujourd'hui, nous avons un environnement qui nous permet de nous retrouver, d'établir beaucoup plus de ponts entre nous que de barrières, de nous écouter. C'est la raison pour laquelle le PDG, le parti qui est le mien, nous nous rangeons derrière cette façon de faire. Elle est inclusive. Et en plus, vous avez pu constater que le débat politique, contradictoire même à la télévision, est enfin de retour. Les différents tenants du oui et le camp du non se sont exprimés librement pour convaincre les Gabonais de la bonne foi de prendre telle ou telle position. Mais pourquoi les Gabonais devraient-ils tourner le dos au non? Parce que le non nous ramène à ce qu'on a connu hier.
le non nous ramène à un certain nombre d'entraves, un certain nombre de situations que les Gabonais ne veulent plus voir se reproduire. Le oui permet au Gabon, tout en respectant ses engagements régionaux, engagements internationaux, tout en respectant les dispositions donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, permet au Gabon de se projeter. Et ainsi, aux jeunes Gabonais qui n'ont jamais connu l'alternance que nous autres, générations de 50 ans, n'avons pas connue, ils auront dorénavant, lorsque un nouveau président de la République sera élu, de connaître au bout de 7 ans ou au bout de 14 ans, enfin l'alternance. C'est-à-dire cette possibilité de permettre à une autre équipe d'accéder au pouvoir. Ce qui n'était pas le cas. Le Gabon est géré depuis le décès du président Léon Mba par le PDG. Alors, docteur Godon, on ne peut ne pas vous poser la question quand on vous a sur un plateau comme celui-ci concernant votre nouvel engagement aux côtés du CTRI. On se demande, vous qui venez à peine de perdre le pouvoir, pourquoi est-ce que vous ne basculez pas simplement dans l'opposition comme on le voit sous d'autres cieux en vous rangeant comme étant les assesseurs de ceux qui arrivent afin que la contradiction puisse régner dans le jeu politique pour que les Gabonais puissent tirer le meilleur parti, pourquoi pas? Pourquoi? Vous savez, il y a eu en Afrique une série de coups d'État. J'étais au Burkina Faso au mois de décembre et janvier. J'ai vu ce qui se passe au Burkina. J'ai vu cette absence effectivement de liberté, surtout ce cloisonnement du parti qui avait dirigé le pays à l'époque. Nous sommes tous sensibles à ce qui s'écrit et ce que nous voyons à la télévision. Je suis membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Comme vous le dites, le PDG aurait dû aller dans l'opposition. Malheureusement, heureusement pour le PDG, une main tendue. Nous avons répondu à la main tendue du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était nullement obligé de le faire. Les militaires auraient pu diriger la transition sans mettre en avant le caractère inclusif de cette transition. Ils ont tendu la main à tous les Gabonais. Et l'une des phrases fondamentales qui est la sienne, c'est de dire il n'y a pas de parti politique. Le seul parti qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est le Gabon. Le PDG a répondu à cet appel. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rangés du côté du CTRI, parce que le projet qui est porté au regard du chronogramme que je venais d'énoncer tout à l'heure permet au Gabon d'accéder enfin à l'alternance, permet au Parti démocratique gabonais de se refaire une santé politique, surtout, mais également de se remettre en cause, en se disant, mais au fait, pourquoi avons-nous perdu le pouvoir? Quelles sont les raisons fondamentales qui ont emmené les Gabonais à se détourner du PDG? Mais cela ne date pas de 2023. Nous avons, je l'ai dit, depuis plus de 14 ans, cessé d'écouter les Gabonais. Nous avons, depuis plus de 14 ans, posé un certain nombre d'actes dont, aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas recuser. En tant que membre du bureau politique du PDG, j'assume la part qui est la mienne. J'assume la part qui est la mienne. Mais j'estime que le PDG aurait pu faire mieux. Dans la mesure où il était animé par des personnes avec une certaine vision du développement de notre pays. Mais nous avons lamentablement échoué parce que tout simplement, nous n'avons pas appliqué même les principes élémentaires qui sont contenus dans les statuts de notre parti. Le PDG, c'est le dialogue. Nous nous sommes fermés au dialogue. La tolérance, nous avons été moins tolérants qu'il en faut. La paix, nous l'avons maintenue. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Le 30 août s'avère être un jour vraiment de libération pour tout le monde. Même au sein du Parti démocratique gabonais, il y avait ceux qui disaient déjà « nous devons apprendre à faire les choses différemment ». D'ailleurs, on se souvient des différentes scissions en interne au sein du PDG, notamment ceux qui sont allés créer d'autres entités politiques même, en reprenant un tout petit peu l'esprit du PDG, mais en y ajoutant ce qu'ils considéraient comme étant la dose de transformation qui était nécessaire. Vous faites bien de le dire, mais cela renvoie à une question. Alors, le général vous a tendu la main, vous avez répondu à la main tendue, aujourd'hui vous êtes debout pour que le Gabon puisse se doter d'une nouvelle constitution et afin que l'on puisse aller à l'élection présidentielle qui arrive. Alors, jusqu'où est-ce que vous allez suivre la main tendue du général? Est-ce que cette main tendue vous servira enfin à reconquérir le pouvoir? Ou alors allez-vous rester avec la transition jusqu'au bout et qu'importe ce qui arrivera? La caractéristique d'un bon PDGiste, c'est
de suivre la discipline du parti. Les organes appropriés du Parti démocratique gabonais aujourd'hui, qui sont connus et à la tête desquels il y a un directoire provisoire, se prononceront à temps lorsque arrivera le moment pour le PDG de décider de son avenir en ce qui concerne l'élection présidentielle. En tant que militant du parti, je vais faire ce que tous les militants font, c'est de respecter les directives du parti. Mais entre-temps... Mais en tant que membre du bureau politique, vous savez, en tant que membre du bureau politique, vous avez la capacité d'influencer les décisions en interne en concernant l'orientation politique générale de votre parti. Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez une sensibilité actuelle qui est vraiment... qui sied parfaitement avec ce que fait le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Gabon, c'est 2 600 000 habitants. Sur les 2 600 000 habitants, vous avez un parti qui est présent dans toutes les familles. C'est le PDG. 54 ans de pouvoir, ce n'est pas 54 jours. L'ADN du PDG coule dans les veines de chaque Gabonais. Même ceux qui ont quitté le PDG pour être aujourd'hui des opposants. Donc, on ne peut pas faire sans. 2 600 000 Gabonais, autant pour moi, ce n'est pas 2 600 000 nouveaux Gabonais qui sont arrivés au Gabon depuis le 30 août. Ce sont les mêmes Gabonais, qui sont soit des PDGistes ou ne sont pas des PDGistes. Il s'agit aujourd'hui de reconstruire notre nation. On ne peut pas la reconstruire en mettant certains à part, en disant, comme ils ont géré hier, ils ne sont plus aptes, ne fût-ce qu'à se prononcer sur le pays. Je m'insurge contre cette façon de faire. La preuve, je n'ai pas eu besoin de m'insurger, que le général Oligui lui-même s'insurge contre cette façon de faire. Regardez comment il procède. Il réhabilite les sages que l'on n'écoutait plus. Il appelle autour de lui ceux qui ont fait le Gabon, ont contribué à ce que ce Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui, en bien ou en mal. Il s'inspire de tout le monde. Il écoute tout le monde, au-delà de sa foi religieuse, puisque c'était un religieux convaincu, et nous le voyons. Jusque-là, il fait un sans faute par rapport au chronogramme qu'il a tracé. S'est-il seulement dérobé de ce chronogramme? La preuve, dans Jeune Afrique, lorsqu'il rentre donc, de son long séjour à l'étranger en passant par l'Assemblée générale donc, des Nations Unies, il trouve que la Constituante vient de faire des propositions sous forme d'amendement. Il prend position en disant aux uns et aux autres, je n'ai pas demandé une constitution pour Oligui Nguema. Je demande une constitution pour le Gabon, immortel et éternel. Ne bâtissez pas une constitution pour un homme. Bâtissez une constitution pour notre pays, pour que notre pays ait des institutions fortes. Et vous vous souvenez du discours Barack Obama à Dakar? L'Afrique peine pourquoi? L'Afrique a plus d'hommes forts que d'institutions fortes. Le CTRI se donne dans le I, la restauration des institutions. Et nous sommes en marche vers cette restauration. La première institution qu'il faut restaurer, c'est la Constitution. Quelle est la base sur laquelle, de façon politique, économique et culturelle, les Gabonais ont tous décidé, d'accord parti, de vivre ensemble? C'est la Constitution. Elle nous permet de nous projeter. Elle nous permet de bâtir ensemble un pays démocratique, uni, libre, où chaque Gabonais est libre de ses opinions, où chaque Gabonais est libre d'entreprendre, mais où évidemment on a quelques éléments qui sont conformes à la tradition séculaire gabonaise. Il y a quelque temps, lorsque le Gabon avait procédé à la dépénalisation de l'homosexualité, l'Afrique est tombée sur nous. Vous vous souvenez? Oui, parfaitement. N'est-ce pas? Parfaitement. Cette constitution consacre le mariage entre un homme et une femme. Pourquoi il faut défendre le drapeau? Pourquoi il faut défendre le pays? Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant que membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, et l'ensemble du directoire provisoire de ce parti, avons décidé de nous ranger, tout en conservant notre bannière PDG, avons accepté la main tendue du CTRI pour accompagner le CTRI. Et lorsque le CTRI pourrait ne plus être sur le respect strict de son programme, mais les institutions, je veux dire les instances du parti, se prononceront et attireront l'attention sur le CTRI en disant « Attention, là, vous avez promis de faire ceci, vous ne le faites pas. » Alors, on va marquer une pause. On marque une pause, Dr Godong, et on revient dans quelques instants.
première micro-assurance digitale en Afrique centrale. Samba Assurance met à votre disposition une large gamme de produits adaptés à vos besoins, à partir de 3 500 francs CFA. Que vous soyez artisan, agriculteur, commerçant, entrepreneur ou chef de famille, Samba Assurance a une solution adaptée à votre profil. Pour plus d'informations, contactez-nous au 060 08 62 62 ou au 065 65 00 ou sur notre site internet www.samba-assurance.com. Samba Assurance, l'assurance pour tous. Merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cet entretien où nous recevons toujours ici à Libreville au Gabon le docteur Bodog Andrews qui est membre du bureau politique du PDG qui soutient, donc le parti soutient le oui pour ce qui est de la nouvelle constitution qui est proposée ce samedi 16 novembre aux Gabonais. Alors pendant que nous parlons de ce nouveau projet, il est quasi impossible de ne pas parler de la condition pour être président de la République. Dans le texte qui est proposé par le général Oligui, il est dit très clairement qu'il faudrait être de nationalité gabonaise, de père et de mère gabonais. Alors, donc on estime que c'est un peu discriminatoire parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont Gabonais d'un seul parent. Alors, où est-ce que vous rangez tout cela actuellement ? Il faut dire que les dispositions de cet article qui ont été décriées dans leur version d'origine ont subi beaucoup de modifications afin de prendre en compte le caractère inclusif, mais également les différents amendements de la Constituante. Aujourd'hui, le Gabon n'affiche pas à la face du monde des critères que l'on ne retrouverait pas par ailleurs dans notre pays. Aux États-Unis, par exemple, il est des critères pour être président de la République. En France, c'est la même chose. Ces critères étaient même beaucoup plus durs au sortir du dialogue national, au sortir de cette concertation nationale qui a eu lieu, où quasiment ceux n'ayant pas de parents eux-mêmes gabonais ne pouvaient prétendre à aucune fonction dans ce pays. Il faut dire que le général Oligui tient à ce que tous les Gabonais d'origine, d'adoption, puissent trouver leur place dans ce nouveau Gabon au sortir de cette période de transition. Ainsi, pour être président de la République au Gabon, il faut être Gabonais, de père, de mère, eux-mêmes Gabonais. Ça rend la situation encore plus compliquée. Manifestement, je ne vois pas pourquoi. Lorsque vous prétendez être la tête d'un pays tel que celui-là, ou d'un tout autre pays, ce peuple a le droit de fixer les critères. Nous n'avons pas fixé les critères d'éligibilité à la fonction de président de la République de Guinée équatoriale ou du Congo. Les Gabonais se sont librement prononcés et estiment que celui qui doit être président de leur pays doit être de père gabonais, eux-mêmes nés Gabonais. Mieux, les Gabonais ont même souhaité, et cela va être consacré par le vote d'aujourd'hui, que le président de la République doit avoir une épouse gabonaise. Vous ouvrez là un champ inestimé pour un pays qui a connu deux premières dames qui n'étaient pas de nationalité gabonaise de souche en tant que telle. Nous avons eu donc la défunte Edith Lucie Sassou, devenue gabonaise par le mariage. Nous avons eu Sylvia Bongo Ondimba, française d'origine, mais devenue elle-même gabonaise. Vous avez donc là une constitution qui consacre les critères pour être président de la République. On ne peut qu'encourager cela. Secondo, les critères, vous allez retrouver les mêmes critères pour être membre du gouvernement ou accéder à certaines fonctions. Et là, c'est un peu plus souple. Pour être membre du gouvernement au Gabon, il faut avoir 35 ans révolus, au moins, et être gabonais. Au moins, être gabonais. Ça voudrait dire qu'ici, on ne demande plus, pour être membre du gouvernement, pour accéder à cette fonction, par exemple, que vous ayez des parents qui eux-mêmes étaient gabonais. Mais on dit que vous devez avoir au moins un parent gabonais pour accéder à la fonction ministérielle. Vous savez, moi, je suis le bel exemple. Allez-y, on vous écoute. Moi, je suis le bel exemple. J'ai été membre du gouvernement du Gabon en 2015. Mon premier ministre de l'époque, c'était le professeur Daniel Onaondo, sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba.
Mais tout le monde ne peut pas être président dans un pays. Ce n'est pas le rêve de tout le monde. Il y en a qui sont nés pour cette fonction. Et il y en a qui s'y préparent très tôt ou ont été préparés à cela. Tout le monde n'aspire pas. Vous savez, tous les amis du roi ne sont pas au palais. Vous le savez très bien. Que pour apporter sa contribution au développement de ce pays, on n'a pas forcément besoin d'être président de la République. Le président de la République est le premier des Gabonais, mais il travaille avec tous les Gabonais, peu importe qu'ils soient Gabonais d'origine, Gabonais d'adoption. Donc le Gabon avait besoin de définir ces critères-là. Et vous vous posez la question, mais pourquoi? Ben moi je suis Gabonais. Je suis Gabonais de par mon père, de par ma mère qui est devenue gabonaise, elle aussi par le lien du mariage. Je ne me trouve pas du tout réduit parce que cette disposition-là éventuellement m'écarterait au cas où je pourrais avoir l'ambition d'être président de la République. Mais il est bon qu'un peuple se donne des critères qui permettent à ses fils ou à ses filles d'accéder à des fonctions les plus élevées. Et c'est ce que consacre cette Constitution. Alors, docteur Godor, est-ce que ce n'est pas un peu de votre faute, vous les gens du PDG? Il faut rappeler que, ici au Gabon, on savait qu'il y avait des gens un peu particuliers à la tête de l'État et qui concentraient d'ailleurs beaucoup de pouvoir à la présidence de la République même. Et vous étiez là, vous avez laissé faire toutes ces personnes, tous ces étrangers, entre guillemets, qui étaient partout ici à Libreville. Est-ce que ce n'est pas finalement, est-ce que vous n'avez pas finalement poussé les Gabonais à se retrancher dans cette position qui est aujourd'hui portée dans ce nouveau texte? Je crois que les instances provisoires du parti ont déjà fait amende honorable. Le bureau provisoire qui dirige actuellement le PDG a présenté officiellement ses excuses et a demandé pardon au peuple gabonais pour le mal qui a été causé par un certain nombre de ses choix. Je suis membre du Parti démocratique gabonais, nous n'étions pas tous d'accord par rapport à un certain nombre de choses. Sauf que la discipline étant l'apanage du bon militant, ben vous pouvez ne pas être d'accord, si la majorité l'emporte, c'est le fait majoritaire, vous vous taisez. Il y a un certain nombre de maladresses que nous avons commises, il y a un certain nombre de choses qu'ailleurs on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas accepter. Mais que les Gabonais, dans leur immense silence, ont accepté pendant longtemps, jusqu'au 30 août. C'est justement pour que cela ne se reproduise plus. C'est le fameux « plus jamais ça » au Gabon, que cette constitution doit être plébiscitée par tous les Gabonais pour que nous ne puissions plus revivre ce qu'on a vécu au cours de ces 14 dernières années. Alors, docteur Godok, on a l'impression que ce pouvoir de transition va nous manquer. Nous avons traversé Libreville, nous avons vu, mais alors, énormément de complexes gouvernementaux en chantier, en construction ici à Libreville, et qui devraient abriter très prochainement les services des différentes administrations de la République gabonaise. Alors, comment est-ce que vous en étiez arrivé là, à gouverner un pays avec une grande partie des institutions dans des locations? Il faut dire que le Gabon n'est pas le seul pays du genre. Il existe d'autres pays où des institutions de l'État, pour des raisons diverses, soit de rénovation, ou d'absence de locaux, ou d'insuffisance de locaux, sont en location. Ça, le Gabon n'a rien innové dans ce sens-là. Aujourd'hui, la question que le CTRI, je suppose, s'est posée, c'est de dire on ne peut plus continuer comme ça. Quand on regarde le coût des locations, des loyers beaux administratifs, cet argent peut être consacré au développement de l'éducation, de la santé, de la culture, du sport. Si Libreville est en chantier aujourd'hui, cela démontre à suffisance que les autorités du CTRI ont bien compris l'une des préoccupations fondamentales posées par les Gabonais à l'occasion de cette concertation nationale. Il est temps que l'État se donne les moyens d'habiter, de faire habiter ou de faire loger ces services administratifs dans des maisons et des immeubles qui lui appartiennent. C'est ce qui justifie que tout Libreville est quasiment en chantier. Mais ce n'est pas Libreville seulement qui est en chantier. Vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de faire l'intérieur du pays pour se rendre compte que cette dynamique que vous voyez ici à la capitale, impulsée par le général Oligui, elle se propage sur l'ensemble du pays. Question: mais pourquoi les PDG n'ont pas pu faire ça? Justement, je ne pouvais pas manquer de vous poser la question. Et la question est simple. Mais où est-ce que le général Oligui trouve l'argent pour mettre tout un pays en chantier comme c'est le cas, alors que vous, pendant toutes ces années de pouvoir, vous n'avez pas pu ne serait-ce que loger les ministères convenablement? Alors, où est-ce que le général Oligui trouve l'argent dans le budget de l'État, qui cette fois-ci est consacré à l'essentiel
et non plus pour financer les déplacements d'un certain nombre de personnes, non plus pour financer tout ce qui est non productif. Le général Oligui et le CTRI, ils n'ont pas un budget à part de celui du budget de l'État, c'est le même budget. Ce sont les mêmes ressources qui proviennent des ressources minières, forestières, de l'or, de l'exploitation du bois et de l'amélioration effectivement de la gouvernance au niveau des impôts et des douanes. C'est l'ensemble de ces ressources qui permettent aujourd'hui au général Oligui, à la tête du pays, d'impulser ce développement. Quid? Vous le dites, ce pouvoir du CTRI, on va le regretter. Dieu seul sait. J'ai bien l'impression. Dieu seul sait ce que le CTRI nous réserve demain encore en termes d'innovation, en termes donc d'investissement. Moi, je vais vous prendre un cas simple. Pour partir de chez moi en Nzanyon et arriver sur la voie principale, il me fallait quasiment 30 minutes. Je le fais aujourd'hui en un quart d'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement la bretelle qui me permet aujourd'hui d'accéder beaucoup plus facilement à la voie principale, elle a été faite, c'est les fameuses routes dites en béton, mais qui aident énormément au déplacement des populations. Et mieux, sur cette route, il n'y avait aucun commerce. Personne ne voulait, sur ce chemin-là, aller louer une maison, mais allez y faire un tour. Vous verrez qu'il y a des petits commerces qui se sont installés. La conclusion derrière, mais c'est que ce regain, ce vent de développement, ces investissements dans le secteur de la route, de l'éducation, de la santé, ont des effets collatéraux directs sur le mieux-être des populations. Le 30 août a été, pour nous tous, une véritable libération. Est-ce que le Gabon n'a pas une autre préoccupation quant à sa souveraineté qui pourrait, par exemple, être, comme on le voit au Niger ou encore au Mali, de nature à ce que certaines multinationales ou alors que ses relations avec certains États puissent également connaître un toilettage qui soit garanti par la Constitution? Est-ce que ça vous parle? Écoutez, moi j'ai relu l'ensemble des constitutions gabonaises, depuis celle de 1961, en passant par celle de 91, et le projet de constitution qui est soumis aujourd'hui au vote des Gabonais. Il est une pierre sur laquelle toutes les constitutions gabonaises se sont bâties, c'est le principe de la souveraineté du pays. La souveraineté de l'indépendance ne se mesure que sur la base d'un certain nombre de critères. Est-ce qu'aujourd'hui le Gabon remplit les critères reconnus internationalement par la communauté internationale d'être un État souverain? Je réponds oui. Et le Gabon le démontre tous les jours. Seulement, l'indépendance impose, la souveraineté impose un certain nombre de devoirs et d'obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Le Gabon ne vit pas en autarcie. Le Gabon ne peut se couper de la coopération sud-sud. Le Gabon ne peut se couper de la coopération bilatérale, internationale. Quel pays souhaitons-nous? Un pays qui soit d'abord consacré aux Gabonais. Un pays dont les ressources sont d'abord consacrées au bien-être des Gabonais. En termes de logement, d'éducation, d'investissement, de loisirs et de culture. C'est ça la préoccupation. Le Gabonais veut manger 3 fois par jour. Il va avoir la possibilité de commercer librement. Il va avoir la possibilité de se rendre en Guinée équatoriale, parce que le Gabon est membre de la CEMAC, en ne présentant que sa pièce d'identité ou son passeport sous-régional. Il va avoir la possibilité d'aller s'installer au nord du Cameroun et de créer une entreprise, sans pour autant que les restrictions fiscales entre les deux pays l'empêchent de le faire. C'est ça le Gabonais moderne. Aujourd'hui, le Gabon n'est qu'un village dans un vaste village planétaire où toutes les nations se tiennent. La notion d'autonomie et d'indépendance, à l'épreuve des faits aujourd'hui, est une notion purement relative. Le Gabon aujourd'hui fait commerce avec tous les pays. La preuve, sous le général Oligui, nous avons pu constater qu'une entreprise africaine, Ebomaf, du Burkina Faso, peut venir au Gabon pour s'occuper effectivement des chantiers routiers. Voilà là un bel exemple de coopération sud-sud. Le Gabon est souverain sur ses matières premières. Et ça n'a pas commencé sous le général Oligui.
Le régime précédent, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait imposé, je me souviens, j'étais membre du gouvernement en charge de l'industrialisation de la filière forêt-bois dans le cadre du ministère des Eaux et Forêts, où le Gabon a imposé la transformation de ses matières premières. Le groupe Eramet de Comilog a ouvert donc sur le site de Mwanda une usine de transformation du manganèse. L'ensemble des sociétés du secteur forêt-bois ont été amenées à créer des usines au Gabon, transformer le bois gabonais avant de l'exporter, ce qui n'était pas le cas. Pour ce qui est du pétrole, sous Oligui Nguema, le Gabon aujourd'hui est propriétaire de l'ex-Shell devenu Assala. Le Gabon aujourd'hui a sa société pétrolière qui a des participations un peu partout. Voilà là des actes de souveraineté qui démontrent à suffisance qu'il y a une continuité depuis 1960, date d'indépendance du Gabon, où le Gabon continue de réaffirmer sa souveraineté tout en participant au concert des nations pour ne pas s'isoler. Le Gabon a, on le sait, on le reconnaît, un déficit alimentaire. Imaginez un Gabon qui se coupe du Cameroun. Imaginez un Gabon qui se coupe d'autres pays. Une bonne partie des produits alimentaires que nous consommons, nous les achetons au Cameroun. L'autarcie voudrait qu'on ferme nos frontières et qu'on se suffise à soi-même. Aucun pays ne se suffit. Même les États-Unis ne se suffisent pas. La preuve, demander aux Japonais de revendre les bons du trésor américain, l'économie américaine va s'effondrer. Parfaitement. N'est-ce pas? Parfaitement. Et aux Chinois également. Et aux Chinois également. Voilà. Docteur Godok, je pense que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous allons vraiment vous remercier d'avoir accepté de nous accorder cet entretien en toute vérité sur les antennes de la télévision panafricaine pour parler de ce texte, de cette nouvelle constitution que proposent les autorités de transition et que vous défendez d'ailleurs. Vous pensez que c'est un texte que les Gabonais doivent absolument voter, pour lequel les Gabonais doivent voter afin que l'on puisse accéder à cette nouvelle république que vous avez décrit ici comme étant une république du Gabonais d'abord et aussi une république où le Gabon pourra bénéficier largement de ses ressources naturelles. On le sait, elles sont très abondantes et permettre que ses citoyens puissent vivre dignement comme des Gabonais, on peut le dire comme ça. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions et je pourrais dire au terme de cette belle opportunité que vous avez offerte aux citoyens gabonais que je suis d'abord, de pouvoir me prononcer et de participer un peu à cette communication sur le nouveau Gabon à travers ce projet de constitution. Le Gabon ne veut pas se fermer du monde. Les Gabonais ont décidé de se doter d'une nouvelle constitution. Cette constitution précise un certain nombre de conditions pour accéder à certaines fonctions. Cette constitution de type présidentiel consacre un exécutif, un judiciaire et un législatif. Cette constitution consacre l'état de droit. Cette constitution reconnaît les minorités, intègre la société civile, permet aux Gabonais aujourd'hui de se projeter sur le monde et prend une once d'aspects liés au respect de nos cultures en ce qui concerne par exemple le mariage. Nous encourageons l'ensemble donc de ceux qui suivent et qui sont Gabonais, qui n'ont pas encore effectué comme moi ce matin le vote, d'aller massivement voter pour cette constitution car elle ouvre le Gabon au monde, elle permet aux Gabonais de retrouver leur dignité, ceci dans le strict respect de l'esprit du 30 août qui est l'esprit de la libération. Je vous remercie. Merci à vous, Dr Godor. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous allons rester ici au Gabon pour vous permettre d'écouter encore plus d'échanges avec les acteurs qui comptent au cœur de ce scrutin référendaire et bien sûr pour vous faire vous-même votre propre opinion de l'évolution de la situation sur le terrain. À très vite.